Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié à notre préparation Ironman. Donc on est avec l'équipe du Tri-Team Lutry que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer de manière podcastique, on va dire, lors des 2 premiers épisodes, c'est-à-dire Steve, Thomas et Arnaud. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut Greg. Salut. On a 2 guest stars lors de cet enregistrement du 3e épisode. Le premier, ce n'est autre que le co-animateur du podcast de nakan.ch, à savoir Hermano. Et puis, on accueille également Marc. Marc, qui est coach sportif pour cet épisode. Vous l'avez deviné, on va parler de préparation mentale. Donc, plus précisément sur comment affronter la distance Ironman. Donc d'un point de vue physique, ça paraît un petit peu logique, il faut s'entraîner, mais Marc va nous dire que pour le mental, il faut aussi un entraînement, et donc c'est pour ça qu'il est là. Marc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité, ce que tu fais, et puis un petit peu à quoi ça sert si on fait appel à tes services, et à quoi tu vas nous préparer en fait? Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Marc Moisa, j'ai 36 ans, je suis préparateur mental. J'ai été formé à l'École supérieure de coaching de Paris. De base, je suis qualiticien. Alors, il y a un grand lien entre la préparation mentale et le métier de qualiticien. C'est qu'en fait, dans les deux, on va travailler sur une problématique, on va faire une analyse par rapport à cette problématique et on va mettre en place un plan d'action lié à cette problématique avec différents outils. Voilà, la préparation mentale, c'est un peu ça. De la même façon qu'on va s'entraîner pour performer physiquement, d'un point de vue mental, on va s'entraîner pour performer mentalement le jour de la compétition, arriver à donner le meilleur de soi-même le jour de la compétition. Et ça se prépare. De la même façon qu'on a un plan d'entraînement physique, on peut créer avec un préparateur mental un plan d'entraînement mental qui nous correspond. Donc tout ça, c'est la thématique qu'on va aborder ce soir. Peut-être pour commencer, on va regarder avec les généralités, poser des questions déjà un petit peu générales, et puis ensuite mes collègues qui sont dans ce podcast pourront poser leurs questions. Mais question peut-être déjà générale, est-ce que, parce qu'on le sait, tout le monde n'est pas égal d'un point de vue purement performance sportive, il y a la génétique, il y a la carrure, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand on parle de pure performance sportive. Est-ce que c'est pareil pour le mental? Est-ce qu'on est égaux ou pas dans la force mentale, force de caractère qu'on peut avoir sur une épreuve de longue distance, par exemple, comme l'Ironman? Alors, de la même façon, comme tu le disais, qu'on n'est pas égaux d'un point de vue purement physique, on ne l'est pas également d'un point de vue mental. Mais de la même façon qu'on peut travailler l'aspect physique, on peut également travailler l'aspect mental. Moi, il y a une phrase que j'aime énormément, c'est le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas. Voilà. Et du coup, la préparation mentale, comme je dis toujours, il ne faut jamais oublier qu'un athlète ne performe que si son niveau technique le lui permet, mais la préparation mentale, ça va être un levier qui va lui permettre d'atteindre son plein potentiel. Donc ça, c'est intéressant d'entendre ça. J'aime beaucoup ta phrase par rapport au talent et au travail, parce qu'on voit en fait que c'est vraiment transposable directement sur la partie entraînement physique, en fait, cette partie entraînement mental. Donc je ne sais pas si déjà maintenant, parmi les futurs Ironman du Tri-Team Lutry qui sont avec moi ce soir, ou si chez Hermano, il y a déjà des questions qui se dessinent par rapport à cette stratégie d'entraînement mental. Apparemment, il y a Thomas qui aimerait déjà intervenir. Oui, j'ai juste une petite question pour Marc sur l'Ironman, parce que c'est le sujet aujourd'hui, donc j'en ai jamais fait. Lorsque j'entends que l'Ironman se termine au mental, on me dit parfois c'est 30-40% de l'épreuve se tient au mental, etc. Est-ce qu'on peut quantifier ça sur une course? Et si oui, est-ce que c'est vraiment réaliste de dire jusqu'à 40% de la course se fait au mental, alors qu'on sait que pour avancer, c'est aussi physiologique, il faut mettre un pied devant l'autre, et donc physique? Alors, c'est difficile à quantifier. Il est difficile de quantifier la part du mental dans la réussite
d'une course en elle-même. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on prend l'entraînement mental dans sa globalité et la course dans sa globalité, sachant qu'une course, c'est pas uniquement le jour de l'événement, c'est également toute la préparation qu'il y a avant la course. Effectivement, là, le mental, on pourrait dire qu'il est au moins de l'ordre de 50%, dans la mesure où, pour pouvoir conserver la motivation qui va nous permettre d'aller s'entraîner, là, je prends le cas de votre Ironman qui doit se dérouler en juillet, il y a une partie de votre entraînement qui s'est déroulée en plein hiver, il faut se lever, il faut aller à la piscine en plein hiver, il faut sortir le vélo. Tout ça, c'est une question de motivation et cette motivation, on va pouvoir la travailler en préparation mentale. Donc, si on prend la course, l'événement dans sa globalité en incluant la partie de préparation à cette course, oui, effectivement, le pourcentage lié au mental est très élevé. Donc, c'est important de se préparer mentalement à une course autant que s'entraîner physiquement. Parce qu'on peut être une machine physique. Et par contre, si on n'a pas préparé son mental puis qu'on a un petit aléa de course ou un truc qui juste vient perturber un petit peu le plan de route dès le début de la course, on peut vite se retrouver perdu. Je crois que Arnaud voulait réagir par rapport à ça maintenant. Ouais, en fait j'avais une question assez précise sur justement comment arriver à rajouter ça finalement dans le temps d'entraînement, parce que c'est vrai que c'est une donnée qui est très importante. Je pense que encore une fois voilà on le vit tous un petit peu et on dit si on n'a pas le mental on n'arrive pas jusqu'au bout, ou à un moment il va y avoir cette phase où on va se mettre dans un mode plus mental que physiologique. Et en fait, peut-être on va l'aborder au cours de ce podcast, mais c'était plutôt une question directe par rapport au fait à est-ce que ça se travaille à l'extérieur d'un entraînement sportif, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment des exercices purement sur cette espèce d'endurance mentale, ou alors est-ce que ça doit être inclus directement dans la routine au même titre qu'un exercice qu'on pourrait avoir typiquement un fractionné en course à pied. Alors, la réponse est assez simple. En fait, c'est les deux. Il y a des choses qu'on va travailler en dehors de l'entraînement. Donc, ce sera un travail purement personnel. Un travail, par exemple, sur les valeurs, sur la raison d'être de notre activité sportive. Pourquoi est-ce qu'on va faire du sport? Qu'est-ce qui nous pousse à faire du sport? Voilà. Après, il peut y avoir aussi d'autres exercices qu'on va pratiquer durant l'entraînement. Parce que le moment où on va le plus se rapprocher des difficultés qu'on va rencontrer durant la compétition, c'est à l'entraînement. Oui, une petite question. Justement, tu parles de s'entraîner à l'entraînement pour retrouver un petit peu les conditions d'entraînement quand on sera en compétition et donc tirer profit de cette préparation mentale. Est-ce que tu rentres aussi dans la même case, la visualisation d'une course ou la visualisation d'une compétition ou d'un entraînement assez difficile, assez conséquent dans la préparation mentale? Clairement, la visualisation fait partie des outils de préparation mentale, oui. Peut-être de manière un tout petit peu plus générale, finalement, Marc, là on est vraiment déjà un petit peu dans le détail, dans la viande de l'entraînement et du coaching mental, mais peut-être si on reprend depuis le début, s'il y a un athlète qui te contacte aujourd'hui, qui te dit écoute maintenant j'ai déjà fait un Ironman mais j'ai un petit peu lâché dans la tête, donc j'ai fini mon marathon en marchant plutôt qu'en courant, pourtant je pense que j'avais quand même les capacités de le faire physiquement, et puis cet athlète vient vers toi, te demande conseil. Quel est un petit peu le cheminement que tu vas suivre avec lui jusqu'à cette course? Donc pas forcément nous détailler chacune des séances et chacun des conseils, mais plutôt de dire un petit peu quel est le chemin que tu vas suivre et puis les conseils que tu vas lui donner dans les grandes lignes. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà définir une problématique. En général, quand on va faire appel à un spécialiste dans un domaine, que ce soit la préparation mentale, la nutrition ou autre, on a une problématique bien définie. Voilà. Par exemple, si je prends le cas de la nutrition, on va avoir un diététicien ou un nutritionniste en lui disant au bout d'1 heure et demie de compétition, j'ai un gros coup de barre, j'ai un vide. Et puis là, le nutritionniste a déjà un sujet de base, quelque chose sur lequel travailler. En préparation mentale, ça va être un peu la même chose. Le sportif, il va venir nous voir et il va nous dire l'exemple que tu as donné, j'ai fait un Ironman
Et puis, vers la moitié de mon marathon, j'avais peut-être plus envie. Je sentais que j'avais encore les jambes, que j'avais encore le souffle, mais j'avais plus cette envie, j'avais plus la motivation et j'arrivais plus à me relancer. Et j'ai terminé en marchant. Voilà. Là, on a notre problématique de base. Elle est assez claire. Par rapport à cette problématique de base, on va travailler sur ce qu'on appelle un état présent. C'est-à-dire qu'on va faire on va essayer d'avoir un point de vue global sur ce sportif aujourd'hui. C'est-à-dire où est-ce qu'il en est d'un point de vue purement mental. Et là, on va travailler sur ce qu'on appelle les 3 habilités. Ces habilités de base, ces habilités psychosomatiques et ces habilités cognitives. Pour faire assez simple, les habilités de base, c'est tout ce qui concerne la connaissance de soi, la motivation, la mise en place d'objectifs. Les habilités psychosomatiques, ça va être tout ce qui a trait à la gestion des émotions, la gestion du stress. Et les habilités cognitives, ça va être tout ce qui va être concentration et le discours intérieur pendant la course. Voilà, donc on va déjà faire un état présent sur tout ça. Et une fois qu'on aura fait un état présent là-dessus, on va mettre en place un plan d'entraînement mental, en fait. Donc là, c'est un petit peu comme le coach sportif qui va mettre des séances de fractionnés, d'endurance, etc. Donc là, toi, tu vas faire un plan un petit peu basé là-dessus, dire aujourd'hui, tu vas travailler la motivation au moment où ça va plus aller, ou alors tu vas essayer de travailler l'intériorisation, ou alors la confiance en soi. Enfin, voilà, ce genre de plan-là. C'est ça. Ok. C'est ça, on va prendre une thématique et on va essayer de la travailler pour amener le sportif à s'améliorer. Encore une fois, il y a un bon parallèle avec l'entraînement physique. De la même façon qu'un coach sportif, avant de faire un plan d'entraînement, va nous faire des séances pour calculer notre VMA, voilà, ce genre de choses. Là, sur la préparation mentale, il faut qu'on ait un état des lieux. Parce qu'on ne va pas faire le même plan de préparation pour un sportif qui a une certaine problématique que pour un sportif qui en a une autre. Mm-hmm. Steve, je crois que tu voulais réagir. Ouais, alors moi, c'était plus un partage d'expérience qu'une question par rapport au fait qu'on discutait de la préparation mentale entre l'entraînement et une course. Si je reviens sur mon Swissman de 2017, moi, je me suis clairement préparé mentalement pendant mes mois de préparation en partant sur 160 kg de vélo pendant 5, 6, 7 heures de vélo tout seul. Et puis là, clairement, quand on en a ras-le-bol, on se dit là, on y va, parce que c'est ce que je vais vivre moi pendant ma course au mois de juin. Donc, les mois de mars, avril, mai, j'ai fait pas mal de sorties tout seul, justement pour me préparer à être seul sur mon vélo, face à moi-même. Et puis, même si les coups de mou physiques étaient là, c'est mon mental qui prenait le dessus en me disant il faut que tu sois prêt pour cette course. Donc vas-y, croche. Et puis ça se passait en fait relativement bien. Donc c'est là qu'effectivement pour moi, mon mental s'est pas mal préparé pendant mes mois de préparation. Mais c'est vrai qu'on entend parler pas mal de fois aussi de ce qu'on appelle les séances choc, qui avait déjà été abordé aussi dans l'idée de justement changer un peu et casser la routine, donc c'est-à-dire d'avoir cette espèce d'automatisme de avoir l'échauffement, le bloc de travail, le retour au calme, etc. Et par exemple se lever un peu plus tôt que d'habitude et puis tout de suite aller dans l'eau froide, par exemple sortir du bassin pour faire des pompes, des choses comme ça, voilà, des choses en fait qui brusquent un peu la séance classique, où parfois on prend un peu de confort, même si évidemment on travaille toujours en fonction de l'objectif dans un certain effort, mais voilà, est-ce que c'est ce genre aussi de choses qui peut voilà, travailler cet aspect mental, parce que Steve au final c'est un peu ce qu'il dit, d'aller au-delà d'un effort classique. Ça va énormément dépendre des athlètes. Autant il y a des athlètes qui, le fait d'être dans quelque chose de très cadré, dans une routine, ça va vraiment augmenter leur confiance parce que tous les paramètres sont maîtrisés, sachant quand même que la routine, elle est intéressante si elle crée justement cette confiance. Par contre, à partir du moment où la routine crée de l'ennui, là, systématiquement, ça conduit à une perte de motivation
Et c'est là que les exercices que tu viens de présenter deviennent intéressants, parce que lorsque la routine se transforme en ennui et qu'il y a une perte de motivation, il peut être intéressant de casser cette routine pour retrouver de la motivation en rentrant un peu dans un défi, quoi, en prenant une certaine prise de risque, en se disant, bah voilà, j'ai toujours eu l'habitude de travailler comme ça, aujourd'hui, je change complètement, et là, tout de suite, il y a un défi, et on rentre dans une phase de motivation. Oui, et d'autant plus que j'imagine que autant sur des sports, on va dire, sur des monosports, on prend la natation, on prend du tennis ou ce genre de choses, il y a très peu d'inconnus. Disons que on travaille souvent les différentes possibilités à l'entraînement. En triathlon et encore plus en Ironman, ce sont des épreuves très longues, on dépend énormément de l'environnement et donc aussi bien on peut s'entraîner pendant des mois sous certaines conditions, autant le jour de la compétition, on peut avoir des conditions totalement différentes. Donc si on s'entraîne avec cette routine d'être toujours dans les mêmes conditions, dans la même facilité, j'imagine qu'en compétition, ça va être très difficile d'un point de vue mental, de surpasser cette routine. Tout à fait. Alors, moi, j'ai eu contact avec pas mal de types d'athlètes. Hein. Et puis, il y en a certains, je les considérais franchement comme des fous. Parce que y a des gens que j'ai côtoyés dans le milieu Ironman qui disaient, bah, pour te préparer à passer les longues heures sur le vélo, il n'y a rien de tel que de faire des séances où c'est pire. Comme ça, le jour de la compétition, t'es prêt, t'es blindé. Et en fait, c'est presque une journée de plaisir. Et il me disait, bah, moi, ça m'arrive, je mets mon home trainer, je le mets en face de la porte de mon frigo. Donc, vraiment le truc inintéressant au possible. J'ai pas de compteur sous les yeux, j'ai rien, je me règle à 200 watts, je me mets une minuterie dans le dos qui sonne après 2h30, et puis tant qu'elle sonne pas, je continue à pédaler. Donc ça, c'est vraiment le truc, tu te dis, bon, enfin, personnellement, moi, je pourrais jamais y arriver. Après, t'en as certains qui disent, moi, je me réjouis quand il pleut, parce que comme ça, je prends mon vélo, puis je vais faire 180 bornes sous la pluie. Comme ça, le jour de la compétition, s'il fait beau, je me dis, ah bah tu vois, c'est encore plus cool qu'à l'entraînement. Enfin bref, voilà, il y a des stratégies comme ça. Est-ce que c'est des choses qui sont applicables pour certains ou tous les athlètes, ou alors est-ce que se faire volontairement du mal comme ça, c'est pas une bonne idée ? Ça va énormément dépendre des athlètes, et là, je vais rentrer sur un aspect qu'on aborde systématiquement en préparation mentale, ce sont les valeurs. Un athlète qui, par exemple, aura une forte valeur engagement, alors souvent dans le jargon de l'endurance, on dit que ce sont des duromales. Voilà, un athlète comme ça, ce que tu viens de présenter, ça peut fonctionner. Mais ce qui va fonctionner chez cet athlète ne fonctionnera pas forcément chez un autre athlète qui, lui, a une valeur plaisir qui est très importante et qui veut toujours avoir du plaisir dans sa pratique sportive. Sachant que la valeur plaisir et la valeur performance ne sont pas contradictoires. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut vouloir prendre énormément de plaisir dans son sport tout en voulant performer le plus possible. Voilà, donc oui, ça peut marcher chez quelqu'un qui a une forte valeur engagement, qui a un duromal. Par contre, chez quelqu'un qui a une valeur plaisir forte, là, je dirais que c'est quelque chose de beaucoup plus risqué. Mais globalement, je reprends l'exemple du vélo et de la pluie. On prend deux athlètes. Un premier athlète qui, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps, qu'il y ait du vent, qu'il pleuve, va prendre son vélo et va aller s'entraîner dehors. Le jour de la compétition, son discours intérieur, s'il se met à pleuvoir avec du vent en rafale, son discours intérieur pourra être quelque chose du style « J'ai déjà connu ces conditions et je suis déjà arrivé à rouler cette distance dans ces conditions. Donc, je peux le faire aujourd'hui. » Quelqu'un qui, dès qu'il pleut, reste chez lui, fait sa sortie de 80 bornes, mais sur son home trainer, le jour de la compétition, tout de suite, ça va déclencher quelque chose chez lui. D'un point de vue émotion, d'un point de vue discours intérieur, ça va dérégler quelque chose. Ouais, limite apporter de la peur aussi, parce qu'on sait que certains cyclistes sont pas à l'aise quand il pleut, parce que ça glisse, parce que ça freine moins bien, parce que voilà, donc effectivement, ça peut vite dérégler un athlète. Donc, a priori, c'est quand même un conseil qu'on peut donner, c'est essayer quand même de sortir un peu dans toutes les conditions météorologiques pour l'avoir au moins affronté une fois. Tout à fait. Ce qu'il faut, c'est
dans la mesure du possible, faire des choses qui nous mettent en confiance. Voilà. Éviter d'être dans ce qu'on appelle la situation de panique. Voilà. Parce que la situation de panique, elle va avoir à peu près le même effet que la situation d'erreur. Et d'ailleurs, en préparation mentale, on va les gérer de la même façon et elle sera tout aussi grave. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui, durant son triathlon, durant une transition, la transition natation, vélo, fait une erreur. Alors, je vous laisserai peut-être me citer des erreurs qu'on peut faire durant une transition. Voilà, c'est quelque chose qui va ruminer pendant toute sa phase de vélo. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il peut arriver, dans ce que tu es en train de nous dire, un nombre de cas de figure absolument immense. Enfin, je veux dire, dans une transition, par exemple, admettons, je sors de l'eau, j'arrive dans la tente, et d'abord, avant d'arriver dans la tente de transition, on doit récupérer son sac. Et là, je récupère mon sac, mais malheureusement, je me trompe de numéro de dossard. J'arrive à ma zone dans la tente, j'ouvre mon sac, mince, c'est pas le mien. Ça, c'est typiquement le cas qui peut arriver. Mais il peut en arriver toute une ribambelle d'autres. On peut ne pas retrouver son sac, on peut être dans la mauvaise rangée de numéros et donc devoir revenir en arrière. Après, sur le vélo, on peut rencontrer une crevaison. Thomas, en camp d'entraînement, a eu des rayons qui ont cassé. Enfin, je veux dire, il peut arriver une multitude de choses et puis on peut pas prévoir chacune de ces choses. Donc, en entraînement mental, est-ce que tu prépares juste l'imprévu, quel qu'il soit, ou alors est-ce que vraiment tu essayes de focaliser sur chaque type d'imprévu ? On prépare juste l'imprévu, quel qu'il soit. Là, je prends le cas de voilà, je me suis trompé de sac, j'ai le sac de quelqu'un d'autre. Forcément, je vais perdre du temps parce qu'il faut que je reprenne mon sac, tout ça. J'avais une stratégie de course où je voulais que la course se termine en tant de temps et j'avais prévu de faire tant de moyenne sur le vélo pour arriver à ça. Et ça perturbe toute ma stratégie de course. Donc la première chose qui va se passer, c'est que je vais être un peu dans un état de panique. C'est normal, un état de panique, un état de peur. Il va y avoir les premiers signes du corps où je vais me mettre à trembler, je vais devenir nerveux, le cœur qui bat plus fort. Et bien souvent, après, il y a le discours intérieur qui va devenir négatif. Là, on va commencer à s'auto-flageller en se disant « mais t'es nul, pourquoi tu t'es trompé de sac ?» Et on va commencer à se dire des choses du style je dois ou il faut que ou je n'aurais pas dû me tromper de sac. Voilà. On va avoir tous ces signes dans un premier temps qu'il va falloir savoir reconnaître et qui nous montrent qu'on rentre dans un état de panique. Une fois qu'on aura reconnu tous ces signes, il faut quand même essayer de remettre la demande à sa juste valeur. Parce que cette erreur, forcément, elle va créer une distorsion, en fait. On va perdre la perception des enjeux. Donc, il faut remettre toute la demande à sa juste valeur et se dire, OK, est-ce que c'est si grave ? Je me suis entraîné pendant des mois, je me suis trompé de sac. Est-ce que c'est si grave ? Une fois qu'on a fait ça et qu'on a réussi à remettre les enjeux à leur juste valeur, on travaille sur réajuster ses objectifs. On avait une stratégie, on a fait une erreur. Faire une erreur, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est ne pas savoir gérer cette erreur. Voilà. Donc là, on réajuste nos objectifs. Éventuellement, on les réajuste à la baisse en se disant bon bah voilà, le vélo, voilà, ça va être plus long que prévu. Donc la course sera un peu plus longue que prévu. Et éventuellement, on réajuste le niveau de risque. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah voilà, je mets pas mes objectifs à la baisse, mais je vais essayer d'appuyer plus fort sur le vélo parce que bah, je suis sorti de l'eau et j'ai les jambes, je suis bien. Donc j'essaye d'appuyer un peu plus fort sur le vélo. Mais il faut le faire en ayant enlevé cette première phase de panique pour que l'analyse que l'on fait soit la plus pertinente possible à ce moment-là. Et pas qu'on se mette dans une situation de risque alors qu'on n'a pas les jambes. À se dire, il faut absolument que je rattrape ce retard alors qu'on est sorti de l'eau complètement cramé, quoi. Ouais. Et enfin, la dernière chose, ensuite, on réactive ses ressources. Et ça, la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de se focaliser sur la technique. Par exemple, en se disant, voilà, ok, je sais que, on va dire que j'ai réévalué mes objectifs à la hausse.
je veux rouler à 32 de moyenne, voilà, on se fixe son truc et on se dit, je me focalise sur ma respiration, sur ma cadence, et je me focalise là-dessus pour maintenir mes 32 de moyenne. Alors, la réponse que tu nous as apportée, effectivement, tu as pris en exemple le fait qu'on se soit trompé de sac, ce qui, comme tu l'as dit, en soi, n'est pas un si gros problème que ça, surtout quand on part pour une course de plusieurs heures, ou peut-être un peu plus de 10 heures. C'est 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes de perdu, c'est tout à fait gérable. Malgré tout, pour revenir sur la question de Greg, comment est-ce que tu vas préparer quelqu'un vraiment à se préparer à l'imprévu? Parce que perdre 2 minutes, c'est pas grave. Crever un pneu, crever une chambre à air ou un boyau et déjà perdre un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà un peu plus embêtant. Te retrouver dans un paquet où tout le monde tombe et puis et être à 2 km de l'arrivée et te dire si je prends mon vélo sur le dos, je peux encore y arriver, l'essentiel c'est que je fasse ma transition, mais là tu vas perdre une demi-heure, une heure. Comment est-ce que tu prépares un sportif justement à accepter surtout, comment tu prépares à n'importe quel imprévu et à accepter que soit il va falloir abandonner, soit effectivement, dans tous les cas, ce n'est pas si grave que ça. La première chose, ça va être peut-être, alors ça répondra pas à l'ensemble du problème, mais ça va être de se fixer des objectifs qui sont uniquement personnels. C'est-à-dire que je roule, je fais une erreur. C'est moi qui fais l'erreur. Dans ce cas-là, on vient d'échanger sur comment je peux travailler sur mon discours intérieur, sur réévaluer mes objectifs. Par contre, il y a une chute. Je suis pris dans la chute, je tombe et je perds du temps. Cette chute, elle ne m'est pas imputable. Voilà, quelqu'un devant moi est tombé, je suis tombé avec lui. Voilà, là maintenant, ça va être de travailler sur le discours intérieur. Le discours intérieur, c'est quelque chose qui est vraiment très très important en compétition. C'est ça qui peut faire qu'on termine la course ou qu'on s'arrête. Travailler sur son discours intérieur et arriver à se dire ok, je vais garder des pensées positives, réalistes, mais positives, et je vais essayer de dealer avec l'événement qui vient de m'arriver. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ma réponse, si ça répond à la question. Moi, ça me fait penser en fait à mon intervention dans le premier épisode qu'on a fait ensemble au Tri-Team Lutry, parce que Arnaud, je crois, m'avait posé la question comment tu fais sur des longues distances pour tenir le coup. Et moi, j'avais dit je me répète dans ma tête des messages que je me suis préenregistrés pendant mes entraînements, en fait. Et en fait, ça revient à ton discours intérieur où on essaye de s'auto-motiver dans sa tête et puis à se trouver des points positifs de ce qui fonctionne et puis ce sur quoi on peut s'appuyer pour aller finir cette course, quoi. Exactement. Et tous ces points positifs, en général, c'est des choses qu'on aura travaillé à l'entraînement. Oui, et puis je crois qu'Hermano aussi, il va falloir qu'il travaille à l'entraînement ses remplacements de boyaux ou de chambre à air, parce que s'il perd 15 ou 20 minutes quand il crève, c'est pas seulement une question de mental, c'est aussi une question qu'il est pas très très alerte dans le changement de ses boyaux. Non, ça se change très vite, mais tu sais comment c'est, en conditions de stress, etc., c'est différent. Ouais, oui, je sais bien. Mais pour abonder dans ce que tu disais, c'est vrai que mon entraîneur qui faisait pas forcément de la préparation mentale me donnait aussi ce truc, comme toi, de se répéter certaines phrases et aussi, au lieu de te dire je suis qu'au 10e kilomètre, il m'en reste 170 en vélo, non, inverser ça et te dire il n'en reste plus que. Donc comme tu le disais, Marc, avoir toujours cette pensée positive et essayer d'aller de l'avant et de voir le bon côté des choses. Oui, c'est primordial. C'est primordial. En moyenne, on a 60 000 pensées par jour, qui nous traversent l'esprit. Et réellement, la différence entre quelqu'un qui, on va dire, est fort mentalement et quelqu'un qui potentiellement va craquer, c'est sur ces 60 000 pensées qu'on va avoir sur toute la journée de l'Ironman,
combien seront positives, combien seront négatives. Mais c'est vrai qu'après, il y a plein de paramètres. Moi, j'ai le souvenir du half de Nice qu'on avait terminé ensemble avec Steve sur la course à pied. Et ce jour-là, franchement, si j'avais pas rejoint Steve, qu'on s'était pas retrouvé côte à côte sur ce parcours de course à pied, eh ben, j'aurais pas terminé ce semi en courant, quoi, parce que j'avais eu un entraînement qui était difficile, une partie vélo qui était exigeante, et puis j'avais plus vraiment de force dans les jambes, j'avais que des signaux négatifs dans la tête. Et là, de retrouver quelqu'un que je connais qui est à côté de moi puis qui court, ça aide à se motiver. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est inscrit à beaucoup sur l'Ironman de Thun cette année. C'est pour pouvoir compter les uns sur les autres pour s'automotiver. Et ça, c'est aussi une source importante de motivation. Donc, pour le coup, c'était bien joué cette année. Ouais. Mais du coup, si je reviens sur le cas que tu viens de donner, parce qu'il est intéressant, tu dis, je sentais que j'avais plus les jambes, je sentais que je pouvais plus le terminer, et puis là, tu rejoins Steve, et ensemble, vous le terminez. Est-ce que tu as le souvenir des pensées, des choses que tu te disais dans ta tête au moment où tu sentais que tu allais moins bien et que potentiellement tu pouvais terminer en marchant, voire même t'arrêter et ne pas terminer. Est-ce que tu as un peu le souvenir de toutes ces pensées? Le souvenir, c'est clair, c'est que j'étais, je crois, au kilomètre 7, quelque chose comme ça, et puis j'avais pas fini la première boucle de course à pied où il y avait deux boucles, et puis je me suis dit, j'ai déjà limite des crampes dans les mollets, j'ai les quadriceps qui sont morts, donc ça tiendra jamais sur 21 bornes, quoi, donc voilà, c'est un petit peu l'idée que j'avais, et puis je commençais à marcher le long des tables de ravitaillement, ce qui est jamais vraiment très très bon signe. J'arrivais encore à me remettre à courir après, ça c'est un tout petit peu plus positif, mais quoique. Donc il commençait à y avoir plus de pensées négatives que positives dans la tête. Je sais pas si Steve, toi tu te souviens exactement de ces moments-là, mais je me souviens très très bien, à mon avis. Premièrement, quand tu m'as rejoint, c'est clair que ça t'a motivé. Et puis deuxièmement, t'as vu que j'en chiais au moins autant que toi. Donc tu t'es dit, ça va, Steve il est là, à mon avis il est pas en super forme non plus, donc on va finir ça ensemble. Et puis effectivement, j'ai vraiment encore un super souvenir de cette course. Et puis moi je pense que c'est un peu pareil que toi. Je pense que si on n'avait pas couru les deux ensemble, j'aurais peut-être aussi commencé à marcher, ou en tout cas c'est vrai que les ravitaux commençaient à devenir durs. Et puis, je crois que le fait d'avoir couru et fini ensemble, c'était vraiment un souvenir génial. Et puis, mentalement, je pense qu'on s'est vraiment aidé l'un l'autre. Et puis, c'était une réussite, quoi. Exact. Et maintenant, avec le recul, si on revient sur ces pensées de fin de course, est-ce que ces pensées, finalement, elles étaient réalistes? De se dire, je peux pas, Oui et non, je pense que je me suis arraché pour aller au bout parce que Steve continuait à courir à côté de moi, puis comme il disait, je le voyais, il en bavait autant que moi sur cette course à pied, je me disais, mais si lui il est capable, moi je dois bien être capable aussi, donc il y a une espèce d'auto-émulation qui se crée. Et moi je pense que sur la fin de la course, je suis un peu sorti de ma zone de confort, donc je pense que j'ai même dépassé mon mental à mon avis pour la finir, et puis c'est vrai qu'on est là tous ensemble. On était quand même dans un coin du monde assez fantastique avec un bel objectif à terminer. Puis voilà, il y a plein de paramètres qui font qu'on l'a fini quand même. Mais je pense que moi, perso, je suis sorti de ma zone de confort et puis quelque part, c'est assez gratifiant. Mais voilà, c'était une belle expérience en tout cas. Je crois que Thomas et Arnaud voulaient aussi réagir. Alors, je ne sais pas s'ils ont des anecdotes ou des questions, mais on va peut-être commencer avec Thomas. Oui, c'était plutôt une question pour Marc par rapport à la période actuelle qu'on traverse. Donc, de notre côté, on a déjà 2 semi-Ironman annulés, probablement un Ironman de Thun annulé, celui de Copenhague du mois d'août annulé. Donc, on va peut-être vers une saison blanche de triathlon côté franchise Ironman. Et du coup, Marc, qu'est-ce que tu conseillerais à tes athlètes qui viennent te voir sur une saison blanche pour garder la motivation? Quels seraient les conseils que tu leur donnerais pour cette saison en fait? Les conseils que je leur donnerais, c'est de travailler de la même façon que s'ils abordaient une saison avec des compétitions. Alors bien évidemment, c'est pas facile,
Mais on va prendre une saison normale, une saison avec des compétitions. On a, on va dire, une compétition en juillet, une en septembre, voilà. On prépare son entraînement et on a un découpage naturel de notre saison qui se fait avec des objectifs. Voilà, on se prépare, on a l'objectif, on capitalise sur la compétition qu'on vient de faire et on se prépare pour la suivante. Aujourd'hui, on n'a aucune vision. On ne sait pas les compétitions qui vont avoir lieu, celles qui vont être annulées, on ne sait pas combien de temps va durer la crise. Pour autant, il faut se fixer des objectifs. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de faire un podcast sur la préparation mentale. Très bien. Pourquoi pas se mettre un objectif sur la préparation mentale? Pourquoi pas se mettre un objectif sur la nutrition? Et de la même façon, se mettre des objectifs d'un point de vue purement physique. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux énormément de gens qui font de la PPG, de la préparation physique générale. J'ai jamais vu autant de publications de PPG que pendant cette période. Parce qu'en fait, les gens ont tout simplement, par la force des choses, changé leurs objectifs. Mais on voit bien que naturellement, l'homme a cette capacité à réadapter ses objectifs pour s'adapter à une situation. Voilà, donc moi je dirais que pour garder la motivation, pour arriver à garder une saison intéressante malgré le fait de ne pas avoir de compétition ou d'avoir peu de visibilité sur ces compétitions, il faut réadapter ses objectifs et tirer parti de la situation de crise. Voilà, aujourd'hui, les gens se disent je ne peux pas aller courir dehors. Très bien, je me mets un objectif sur la préparation physique générale et le jour où je vais pouvoir recommencer à faire des sorties longues, ce genre de choses, et là où en course à pied, je commençais à pencher un peu sur la droite parce que j'arrivais plus à me gainer, là, je vais être solide parce que j'aurais fait de la PPG et ça va augmenter la confiance. J'espère quand même que dans cette seconde partie de saison, à l'automne, on aura quand même l'occasion de s'exprimer sur quelques compétitions. Mais c'est vrai que là, actuellement, la visibilité, elle est absolument nulle. Donc, on sait pas quand, quoi. A priori, je pense qu'avant septembre, on n'a pas grand-chose à espérer, mais difficile de se fixer des objectifs, quoi. On peut avoir une reprise en août et un deuxième pic plus tard avec des périodes d'entrée-sortie de confinement. Ça peut être aussi possible. Ouais, tout à fait. Arnaud, toi, tu avais une question, une anecdote ou quelque chose à exprimer? Non, écoute, la question pertinente a été posée juste avant, du coup, moi, je vais choper l'anecdote. Écoute, non, c'était plus pour partager un petit peu mon ressenti par rapport à cet aspect. Ça se passe pas comme prévu. Alors, dans un podcast, j'avais déjà partagé le fait que je trouvais pas mon vélo au départ. Mais là, c'est en une autre. Comme quoi, il en arrive assez souvent. C'était au triathlon de Genève. C'était une distance olympique. Et en fait, j'avais la chance d'avoir des supporters, et spécifiquement ma copine qui était venue me voir. Et pour la fin de la course à pied, elle se tenait en fait à côté des barrières. Et dans un ultime effort de course à pied, j'étais un peu fatigué, c'est vrai aussi. Je me suis pris les pieds dans la barrière. Alors, ça peut paraître assez rigolo et cocasse, mais c'est vrai que ça fait mal de tomber sur le bitume. Quand tu penses en plus de ça qu'il y a pas mal de monde autour de toi, hein, j'étais pas en tête. Donc, ouais, ça fait mal au physique et à l'amour-propre. Hein. Non, mais ça a fait mal en fait à plusieurs niveaux, parce que mine de rien, j'essaye d'être un maximum concentré dans ma course, parce que voilà, pour plein de choses, on essaye quand même de se surpasser. Donc j'étais quand même relativement concentré, mais après, j'avoue que j'ai un peu baissé la garde à ce niveau-là, et non, tout simplement, je pense que j'avais la foulée qui était un peu basse. Bref, je me suis pris les pieds dans la barrière, et donc du coup, je suis vraiment tombé de tout mon long sur le bitume. Et en fait, c'est juste, voilà, pour revenir maintenant un peu sur le sujet sérieux, de en fait finalement se relever, boiter, et puis finalement essayer de se remettre dans la course. Et c'était un bel exemple parce que au final, je fais une course à pied qui est pas trop mauvaise. J'ai eu du mal quand même à revenir dans mon rythme parce que évidemment ça m'avait complètement sorti de ma course. Voilà, comme il a été mentionné tout à l'heure, tu l'as très bien mentionné, pardon. Je me posais des questions. Je me disais, mais qu'est-ce que tu as été faire aussi proche de la barrière? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? T'avais qu'à rester un peu dans la course. Je pense qu'il restait à peu près 5 km
à tout casser. Donc c'est vrai que c'était un peu bête, mais au final ça m'a remis dans un état d'esprit de voilà, faire un peu les montagnes russes par rapport à la concentration. Et puis après je me suis remis dedans et tout allait bien. Mais c'est vrai que voilà, c'était juste pour partager une anecdote comme quoi tout arrive. Ouais, clairement, là, dans cette anecdote, on reconnaît bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a une erreur qui est faite. Et puis là, on est dans la première étape après l'erreur où on se dit je n'aurais jamais dû y aller près de cette barrière. Voilà. Et on commence à être dur avec soi-même, à se dire pourquoi tu es allé vers cette barrière? Cette barrière, elle t'a fait tomber, t'as gâché ton truc parce que tu étais bien. Voilà, et la force, c'est de connaître l'outil, de connaître les stratégies et de se dire, ok, cette étape 1, finalement, elle est normale, j'ai fait une erreur. Ok, très vite, j'arrive à l'étape 2 et je remets tout à sa juste valeur. Je suis tombé sur une course qui dure plusieurs heures, j'ai perdu 1 minute, quoi. Voilà. Ouais, c'est juste relativiser et puis remettre les choses dans le contexte et pas faire une montagne de choses qui finalement n'en valent pas la peine et puis qui vont pourrir la fin de notre course, quoi. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est sur ce genre de cas, c'est d'essayer de valoriser autant les objectifs de maîtrise que les objectifs de résultat. C'est-à-dire qu'en se disant, je suis tombé, j'ai perdu 2 minutes, on est uniquement sur les objectifs de résultat. À ce moment précis, il faut se recentrer sur les objectifs de maîtrise et se dire, ok, là je repars, je me concentre sur ma foulée, je me concentre sur mon souffle, et là tout de suite on va effacer petit à petit l'erreur qu'on a commise, quoi. Voilà, donc on en revient à préparer l'imprévu et puis à y faire face. Je crois qu'on a abordé pas mal d'aspects de la préparation mentale. L'essentiel qu'on retient de ce que tu nous as dit, Marc, c'est que il faut le préparer en avance. On peut pas arriver le matin de la course puis me dire voilà, maintenant au mental je vais faire comme ci, comme ça. C'est trop tard. Enfin, il faut vraiment que ce soit une partie intégrante de la préparation au long cours des épreuves. Et puis l'autre partie intéressante, c'est que, comme tu as répondu à Thomas, dans cette année 2020 où on ne sait pas vraiment où on va au niveau sportif et même au niveau général, c'est de continuer à se fixer des objectifs et puis des objectifs visibles. C'est-à-dire que, comme tu le disais, tant qu'on ne peut pas sortir, s'entraîner normalement, c'est de se fixer des objectifs chez soi, que ce soit sur le home trainer, en préparation physique générale ou autre. C'est vrai que là, maintenant, ça commence à faire longtemps pour certains qu'on n'a pas revu le bassin de natation, qu'on n'a pas revu le stade d'athlétisme ou qu'on n'a pas revu des belles routes sur son vélo. Donc voilà, c'est des petits objectifs qu'on peut se fixer ici et là. Alors messieurs, avant de conclure cet épisode, est-ce que vous avez encore une question à poser par rapport à la prépa mentale? Je vois qu'on a Hermano qui se manifeste. Ouais, alors moi c'était beaucoup plus sur la partie logistique. Tout à l'heure, je crois que c'est Arnaud qui demandait un petit peu à quel moment on faisait cette préparation mentale, enfin sur quel levier tu travaillais. Moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu travailles. Est-ce que tu travailles déjà, enfin à quelle fréquence hebdomadaire, mensuelle, et également est-ce que tu travailles à distance, est-ce que tu travailles physiquement, est-ce que tu travailles par email, je ne sais pas. De quelle manière on travaille en général avec un coach mental? Alors, avec un coach mental, on peut travailler de 2 manières. On peut travailler directement en présentiel, donc en face à face. Ça, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, aujourd'hui, on a des outils. D'ailleurs, on est en train d'en utiliser un. Voilà, on peut également travailler sur de la préparation mentale en visio. C'est possible. Je dirais qu'une bonne fréquence, ça va être on va être sur du mensuel. On va être sur du mensuel. Après, ça va dépendre la façon dont l'athlète va s'approprier les outils. On peut rapprocher les séances. Voilà, si par exemple on demande à un athlète de travailler sur de la visualisation, pour essayer de faire un ancrage. Par exemple, on va essayer de faire un ancrage sur de la motivation. Voilà, quand il veut se recentrer sur de la motivation au moment de sa course.
il peut arriver que l'athlète nous recontacte en nous disant cet exercice, j'ai vraiment du mal, j'y arrive pas. Et voilà. Et le but, c'est jamais de se mettre dans une situation d'échec. Ça, c'est un peu la même chose que quand on prépare, une compétition d'un point de vue physique. La personne qui est capable de courir en 3,20 au kilomètre, il va pas essayer de courir en 3,05 au kill, parce que sinon il se met en situation d'échec et ça ne marche pas. Voilà, là c'est la même chose de la préparation mentale. Si l'athlète n'y arrive pas, on se revoit plus tôt, on réévalue, on trouve d'autres exercices, sachant que, comme je disais tout à l'heure, ce qui marche chez l'un ne marche pas chez l'autre, donc c'est vraiment évolutif. Je crois qu'on a bien abordé dans sa globalité la thématique de la préparation mentale. Marc, avant qu'on termine cet épisode, est-ce que tu peux nous indiquer à nos auditeurs aussi où est-ce qu'on peut te trouver et comment est-ce qu'on peut te contacter, et puis dans quelle région de France tu officies principalement, parce que tu dis que tu aimes bien avoir du présentiel, donc j'imagine que c'est plutôt les athlètes qui sont géographiquement relativement proches de chez toi qui vont faire appel à tes services. Donc où est-ce qu'on peut te trouver et comment est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, principalement, je suis dans la région Grand Est, donc en France, autour de l'Alsace. Également en région parisienne. Je fais également de la préparation mentale en visio. C'est quelque chose que je peux faire. J'essaye toujours sur les séances qui sont vraiment critiques pour l'athlète, ou lorsqu'on prépare vraiment quelque chose, un gros objectif, de faire du présentiel. Une petite précision, je le fais aussi bien pour les athlètes pros que pour les athlètes amateurs. On peut me contacter, alors je suis en train de restructurer mon site internet, mais très prochainement par mon site internet, par mail, par téléphone, et le plus simple, c'est d'utiliser les réseaux sociaux actuels. Sur Instagram, vous me trouvez facilement, vous m'envoyez un message et je suis assez réactif. Très bien, donc on mettra pour les auditeurs dans les notes de cet épisode tous les contacts pour qu'on puisse facilement te retrouver. Donc on arrive au bout de cet épisode. Merci à tous pour votre participation. Je pense que c'était un épisode intéressant. Enfin, en tout cas, moi j'ai appris plein de trucs et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis ça fait une nouvelle chose à préparer. Et puis pendant que tout le monde est plus ou moins confiné à la maison, c'est vraiment un aspect aussi qu'on peut se mettre à travailler de manière un petit peu plus spécifique, cette partie mentale. Donc, ne pas hésiter à faire appel à des gens comme Marc pour ça. Merci Marc, merci à tous. Merci tout le monde. Merci à vous, c'est un grand plaisir de participer au podcast. On se réjouit de tous se retrouver dehors à faire du sport. Le temps n'est pas encore vraiment pour ça, mais on se réjouit. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve avec l'équipe du Tri-Team Lutry d'ici 2 semaines pour un nouvel épisode. Et puis la semaine prochaine, avec Hermano, on reçoit 2 invités qui vont nous parler de reprise sportive après le déconfinement. Donc des conseils pratiques sur cette chose positive qu'on voit arriver, le bout du tunnel. Et puis une fois qu'on pourra ressortir, faire du sport, comment s'y prendre pour pas brûler les étapes. Parce que il y a quand même ces semaines où on aura été bloqué, plus ou moins confiné suivant où on habite. Donc des conseils à suivre dès la semaine prochaine. Merci à tous pour votre participation et puis à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Belle soirée à toi. À tous. Excellent, merci, ciao à tous.